Et si vos randonnées devenaient bien plus que de simples sentiers à parcourir ? Avec la Columbia Hike Society, chaque sortie se transforme en une expérience partagée au sein d'une communauté de passionnés. Une autre façon d'explorer la nature en prenant le temps d'observer, d'échanger et d'apprendre ensemble. Inscrivez-vous à l'une des aventures sur columbia.com. Columbia est fière d'accompagner le podcast Les Baladeurs. Les Baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Leothers. Rendez-vous sur notre site leothers.com, leothers.com, pour découvrir les bandes dessinées des Baladeurs éditions, notre magazine papier et tous nos autres formats. Au nord de la Norvège, là où le continent s'efface et où le vivant semble retenir son souffle, existe un archipel façonné par la glace depuis des millénaires. Le Svalbard, une terre d'une beauté absolue, suspendue entre ciel et banquise, est pourtant l'une des plus exposées de la planète. Ici, le dérèglement climatique se manifeste à une vitesse vertigineuse, bien au-delà du reste du monde. Une réalité que la communauté scientifique observe, mesure et documente depuis des années sans parvenir à se faire entendre. Le compositeur Jan Tiersen en est convaincu. Face à l'urgence climatique, les chiffres ne suffisent plus. À l'écoute des tremblements de la nature depuis toujours, il est convaincu que le sursaut passera par l'émotion. Pour donner de l'écho au constat des scientifiques, il imagine alors une forme de journalisme musical qui se composerait au fil d'un voyage à la voile autour du Svalbard. Une démarche en 2 temps. Enregistrer les craquements de la glace, les voix de celles et ceux qui l'étudient, le souffle des animaux, les silences de la banquise, puis laisser la musique surgir, en improvisation, pour en tirer un témoignage capable de faire ressentir ce que les données peinent à exprimer. Au printemps 2025, le projet prend le large à bord du Ninog, son voilier. Yann met le cap vers le nord, accompagné de 3 autres membres d'équipage. Parmi elles, la réalisatrice Colline Béal, caméra à la main, qui embarque avec la mission d'écrire une autre partition de ce voyage, celle des images, des traces et des instants recueillis en chemin. 2 regards artistiques qui se rejoignent autour d'une même quête, enregistrer les trémolos des glaces du Svalbard, composer la mélodie d'un territoire qui vacille et la faire résonner avant que le silence ne l'engloutisse. J'ai toujours vu l'eau comme un lien. Et du coup, j'ai toujours eu cette envie de voyager comme ça. Et tourner à la voile, ça permet de complètement bypasser le côté économique parce qu'on est avec sa maison. Et du coup, je peux aussi jouer gratuitement. Je peux faire des concerts normaux, je peux faire des concerts gratuits, je peux décider de jouer dans un endroit. Donc, c'est la liberté, quoi. J'habite en Bretagne depuis quelques années et c'est là où j'ai commencé à filmer beaucoup sur les bateaux. J'entends parler de ce projet par un copain, je pense 6 mois avant le départ. Et il me dit, est-ce que ça pourrait te plaire ? Et moi, c'était évidemment que oui. En fait, j'avais envie de partir dans le Nord en bateau depuis longtemps. Et je pense que 3 semaines avant qu'on parte, c'est décidé, je pars avec eux. Ce qui est excitant, moi, c'est vraiment d'aller vers les territoires du Nord en bateau. Je suis jamais allée là-bas et je sais que je suis attirée par ces univers-là. Yann a envie d'aller là-bas parce que c'est le territoire où le réchauffement climatique est le plus visible. Je sais que Yann a envie de faire des impros, jouer de la musique dans la nature, d'enregistrer aussi des sons de la nature, des animaux. Et je sais qu'il veut interviewer des scientifiques parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de bases scientifiques là-bas. Donc au départ, notre équipage, c'est Yann, qui est co-skipper et compositeur, musicien, interprète. Yann est assez timide et quelqu'un qui écoute beaucoup et qui parle peu. Anna, qui se co-skippera avec lui, et Lucie, qui est marin et biologiste et qui est la seule à être déjà allée dans le Nord quand on commence l'expédition. Et moi, qui suis là pour filmer cette aventure.
pouvait pas partir de Bretagne, donc on a convoyé le bateau jusqu'en Écosse et on a pris le train et on est parti d'Inverness. Ce qu'on veut faire, c'est partir d'Inverness, aller directement au Lofoten et après remonter vers Tromsø et après traverser vers Svalbard. Et on était parti sciemment assez tôt pour arriver au Svalbard fin mai et pouvoir passer tout le mois de juin là-bas. L'arrivée à Inverness, en fait, on doit faire des trucs très factuels, faire l'avitaillement, charger le bateau, faire des machines. Et puis on rencontre Ninoc. Et c'est un bateau qui, même quand on le voit juste sur le ponton, il a des yeux à l'avant. Du coup, on a vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un. Elle est juste magnifique. Elle, en fait, il faut dire elle, parce que c'est une fille et c'est très important. À l'intérieur, elle est en bois et on dort dedans, du coup, pour la première fois au ponton à Inverness avant de partir. On quitte Inverness, le temps est au départ assez calme. Des petits oiseaux, on voit la terre qui peu à peu s'éloigne. Et je crois que je me rends pas trop compte, moi, qu'on va vers le nord, qu'on quitte un peu la chaleur. On est en mai ici, qu'on quitte les nuits, qu'on quitte un peu tout ça. Et on s'en rend pas encore compte quand on part d'Écosse, mais les nuits sont de plus en plus courtes parce qu'en fait, plus on monte au nord, moins il y a de nuits en été. Ça se met petit à petit en place, on est assez calme, on se connaît pas beaucoup encore. Du coup, on établit le fait qu'on va tous avoir des quarts. On vise d'abord la Norvège, et donc on établit des quarts. Chacun, on fait 2 heures. Donc ce qui nous laisse 6 heures pour dormir, ce qui est assez chouette. Je fais des allers-retours entre l'extérieur et l'intérieur, mais en fait, il fait assez froid, et du coup, on parle peu, on est assez concentrés pour pas être trop fatigué. Et c'est aussi très agréable d'avoir ce temps long. On arrive à Rhein, donc on voit la terre qui se dessine. C'est la nuit tombante, c'est les dernières nuits là pour le coup. C'est pas une nuit noire, c'est un semblant de nuit. C'est toujours très agréable de voir la terre quand on a été beaucoup en mer. Là, on sait encore que c'est le temps avant de repartir par les fjords pour aller à Tromsø. C'est magnifique, Rhein. C'est un espèce de petit village de pêcheurs. L'eau est bleu turquoise. On passe par des fjords et par l'intérieur des terres parfois. Donc c'est une navigation qui se fait mi à la voile, mi au moteur. Mais c'est très très beau. Enfin, vraiment, c'est l'image moi que je me faisais des Lofoten un peu fantasmées avec ces bras de mer à l'intérieur de la terre, ces petites maisons colorées parfois sur le côté. Et après, on repart assez vite en fait. On repart pour Tromsø. Et donc on arrive à Tromsø qui est vraiment pour le coup une ville. Tromsø, c'est la dernière ville très au nord de Norvège qui est vraiment, on est face au Svalbard. Et Tromsø, on croit qu'on va avoir du temps pour se préparer à la navigation qui va être la plus complexe, qui est la navigation pour aller jusqu'au Svalbard. Et en fait, il y a très peu de fenêtres météo. Et donc on part assez vite. Ce matin-là, en arrivant au Svalbard, il y a une grosse pétole, donc il n'y a plus de vent, il n'y a rien. Il y avait la mer d'huile et les montagnes, et du coup, on a décidé de s'approcher, et on a vu notre premier glacier. Et c'était majestueux, magnifique, enfin, j'avais jamais vu ça. Et il faisait assez froid. C'est un peu le seul endroit où vraiment d'arriver dans un territoire où qui n'est pas fait pour les humains, où on sent que les règles, elles sont, enfin, ce qui se passe, c'est différent. On commence à trouver nos premiers icebergs. Alors, faut pas imaginer des icebergs de 6 mètres de haut. Pour l'instant, c'est des petits glaçons, mais c'est déjà incroyable. Et donc, on fait plusieurs fjords pour trouver notre fjord. Et du coup, on se retrouve face à des glaciers, nos premiers glaciers qu'on voit. Il y a quelque chose de très ancestral, je trouve, dans le glacier, avec toutes ces crevasses, ces nuances de bleu, de blanc, de gris aussi. Là, on n'a plus de nuit à ce moment-là. Donc, il y a des lumières qui changent, mais c'est des lumières très particulières, les lumières du Nord. Il y a plein de nuances de bleu, de blanc, de couleurs dont j'ai même pas... le vocabulaire français n'a pas
a pas tous ces éléments de langage pour décrire ce qu'on voit là. Et là, je me rends compte de la beauté face à laquelle on va être en fait pendant 3 mois. On est trop contents, on est arrivé jusqu'au Svalbard. Moi, quand je regarde sur mon téléphone le petit point de localisation, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était au nord. Et je suis tellement heureuse d'être arrivée ici en bateau. Et en fait, je pense que le fait d'avoir navigué jusqu'à là et de pas être arrivée par d'autres moyens, c'est encore plus beau. Et en fait, au Svalbard, vu qu'on est le plus au nord, et vu qu'en plus on va y être au moment le 21 juin, enfin les moments où il y a le plus de soleil, on n'aura plus du tout de nuit. Quand on arrive au Svalbard, notre objectif, c'est de faire des improvisations live au milieu de la nature ou devant des gens. C'est de rencontrer des scientifiques et de les enregistrer, parce que Yann veut faire un journalisme musical. C'est d'enregistrer aussi des sons de la nature, des animaux. On va aller dans un fjord, on va mouiller au pied d'un glacier, mais on n'est toujours pas descendu à terre. On est resté là, alors c'était assez austère, assez beau aussi. Il faisait encore assez froid. On fait le premier morceau dans le cockpit, en fait. J'ai fait un morceau, une impro. J'ai un tout petit synthé, et un petit séquenceur et un mixeur tout petit aussi. C'était mon setup un peu pour les impros. Il y avait Colline qui me filmait, on a été ensemble. Et il y avait Lucie et Anna qui faisaient le guet, parce qu'au cas où il y aurait des ours, justement. On est au mouillage, il y a la terre qui est vraiment assez proche. Et il y a ce glacier c'était les premiers glaciers qu'on voyait. J'improvise en fait. C'est un moment un peu spécial, en apesanteur, où toute l'émotion d'arriver et puis et la nature qu'on découvre. Ouais. Enfin, moi avec des étendues de neige. Enfin, il y a vraiment pas d'humain quoi, la terre. C'est la première improvisation là qu'on fait. Et en fait, je me rends compte à quel point... Donc là, c'est quelque chose de très planant, la musique qu'il fait. Il y a quelque chose de hors du temps, qui résonne. En fait, c'est comme un son qui... On se sent un peu perdu ici, et il y a toute cette attente, et ça résonne. En fait, c'est comme si la musique, elle résonnait dans ce paysage. Et c'est incroyable. On se sent seul au monde. On range tout et puis on repart. On arrive à Longyearbyen et là on a des espèces de bateaux, c'est des immeubles qui viennent, qui restent 40 minutes. On a 100 personnes qui descendent, qui vont faire des courses à une boutique et puis qui repartent. Longyearbyen, c'est pas beau. Ce qu'il y a autour, c'est beau. La nature, c'est beau. Mais là où l'homme est arrivé, c'est pas beau. C'est la seule ville où il y a vraiment où il y a un peu de vie. Au Svalbard, il faut y être pour travailler, soit à la mine, soit en tant que scientifique. Et après, à Longyearbyen, ils ont commencé à créer des magasins, une école, une vie autour, pour faire venir les gens, en fait. Mais moi, c'est là où je me rends compte qu'en fait, l'homme a rien à faire ici. Il y a un vrai questionnement là-dessus, avec le développement aussi du tourisme, qui est très important ici et qui nous choque.
Il y a une prise de conscience là qui nous choque. Et il y a vraiment ce côté d'exploitation encore. Enfin, on va aller exploiter jusqu'au bout, quoi, cette terre, même là où c'est difficile d'y aller. Je me dis, voilà, l'homme, quand il arrive quelque part, il a besoin d'en faire quelque chose. Et puis après, on sait que le but, c'est de rencontrer des gens, des scientifiques. On a vite envie de repartir, je crois. On rencontre une famille qui vivent sur leur bateau avec une petite fille, des Français, qui font du charter à ski. Et eux, ils vont être aussi notre contact. Ils vont nous donner des contacts. Ils vont nous donner le contact de Renan qu'on va aller voir à Barentsburg. Barentsburg, c'est une ville qui est gérée par la Russie, pour le coup. On arrive là-bas et c'est assez incroyable. Il neige et on arrive en Russie, en fait. Enfin, l'architecture, c'est incroyable. Il y a aussi une mine de charbon, donc avec la fumée. Donc, on sent que c'est un peu pollué. Enfin, et il y a tous les vieux bâtiments, tout est écrit en cyrillique et les vieux bâtiments, dont certains tombent un peu en ruine. Et puis, c'est un peu comme un rêve ou un truc bizarre. Et du coup, on va au foyer où on rencontre Romain, où on l'interviewe et il n'y a aucun biais dans les interviews. Donc, on ne sait jamais ce qui va se passer. Parce que l'idée, justement, c'était pas d'interviewer le scientifique qui s'occupe du réchauffement climatique ou je sais pas, enfin, qui va avoir un truc hyper lié. C'était, on arrive là, il y a qui et on parle aux gens, en fait. Et donc, on rencontre Roman là-bas, qui lui travaille à Barentsburg. Son domaine d'expertise, il est assez étrange. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches scientifiques, qui a beaucoup documenté, qui a beaucoup donné des chiffres et qui, comme il nous l'explique, il pense que c'est plus la façon de faire de la science. Et Roman, lui, il a envie de faire prendre conscience aux gens. Il dit ça sert plus à grand chose de dire les gens ils se rendent pas compte. Et Roman, pour nous montrer comment il travaille, il nous fait écouter le son d'un oiseau. Et puis il nous dit bah voilà, ce son-là d'oiseau, on l'entendra plus jamais parce que c'était le dernier mâle de l'espèce. Là, son chant, il attend une réponse, celui de la femelle, mais il viendra pas parce qu'il est tout seul. Et voilà. Et en fait, il nous laisse avec ça. Et il nous fait prendre conscience qu'en faisant des choses comme ça, qu'il faut toucher les gens pour que tout le monde prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il fait aussi ça parce qu'il sait que Yann, c'est un artiste et que les artistes ont un rôle à jouer, que l'émotion a un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et cet oiseau, ça parle à tout le monde, c'est quand même assez dramatique et ça fait prendre conscience plus que des chiffres ou que des données. Et tout ce travail sur justement comment générer de l'émotion qui vont générer une prise de conscience et changer les mentalités. Et c'était l'idée aussi d'aller derrière le Svalbard, c'est comment s'imprégner de ce qui se passe, de cet effondrement des choses et créer de l'émotion positive ou enfin quelque chose qui peut générer une action, une sorte de militantisme mais centré sur le positif et sur l'émotion et la musique. Enfin voilà, après moi je suis pas politicien et je suis pas super doué pour ça, donc mon seul outil ça va être la musique et ça justement.
on fait route vers Nyalesund. Nyalesund, c'est la base scientifique la plus au nord. C'est vraiment une base scientifique avec... Il n'y a que des gens qui sont là pour travailler, qui font des roulements 15 mois. Et c'est une base internationale, donc en fait, tous les pays travaillent ensemble. Yann doit jouer là-bas pour la fête du printemps, donc le 21 juin, donc c'est le solstice, c'est le jour le plus long. Et là, on va enchaîner en fait les entrevues avec les scientifiques. On va rencontrer, en fait, c'est plein de spécialistes, par exemple, de sujets très précis. On a un scientifique qui est, lui, son domaine, c'est les oies bernaches, il y en a d'autres, c'est les mouettes, il y en a d'autres, c'est les morues arctiques. Et en fait, nous, quand on va les voir, Yann, en fait, il dit rien. Il pose le micro et il les laisse parler. Et en fait, tous, alors oui, ils vont nous parler un peu de leur domaine d'expertise, mais tous, ils vont nous parler de ce qui est en train de se passer plus globalement, du réchauffement climatique. Et tous sont dans une émotion forte qui nous fait prendre conscience encore plus de ce qui est en train de se passer. On a Martine. Martine, il faut imaginer un monsieur assez âgé, d'une 60aine d'années, au regard, il est très très souriant, il est assez drôle. Martine, il faut imaginer qu'il se déplace à Nyalesund avec un chapeau mou, un énorme chapeau de fête irlandais. Et Martine, en fait, il va fondre en larmes devant nous en nous expliquant la culpabilité qu'il a, qu'on doit avoir en fait de ne rien avoir fait. Parce qu'en fait, on sait, ils savent, c'est des gens qui sont experts dans leur domaine et ils savent toutes les données qu'on a, ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est juste terrifiant. Et on les écoute pas. Et lui, aujourd'hui, il nous dit, aujourd'hui, on sait ce qui va se passer, on sait ce qui est en train de se passer. Et moi, je vais pas arriver à répondre à mes petits-enfants, à vos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va leur répondre quand ils vont nous dire, vous saviez, mais vous avez rien fait. Et du coup, il y a un peu... ces conversations, nous, elles nous bouleversent. Il est à fleur de peau, ça le met dans une émotion. Et tous, ils ont cette émotion-là. Ils nous parlent de ça. Et en fait, ils sont démunis et ils savent plus quoi faire pour dire, il est en train de se passer ça. Je crois que le contraste entre la nature magnifique et ce que nous sont en train de nous dire les scientifiques, moi, ça me fait un électrochoc. Mais là, je me dis, c'est pas possible, il faut faire plus, comment on fait ? Et là, ça donne une envie de s'engager plus profondément. Et moi, là, ma seule arme, à ce moment-là, en tout cas, c'est de filmer. Et Yann, sa seule arme, c'est de faire de la musique et de s'engager en tant qu'artiste. On prend cette matière, on prend ce témoignage parce qu'il nous donne un truc et que nous, après, on doit le prendre et on le doit transformer pour le faire comprendre à plus de gens possible. J'ai eu l'impression d'être un peu un messager de ça, parce qu'ils nous ont donné beaucoup, les scientifiques. On décide de partir, du coup. Donc le matin, le départ est un peu précipité. Et là, on part pour le nord du Svalbard, où là, justement, on va laisser Ny-Ålesund, qui est le plus haut village habité du monde, et où il y a cette communauté scientifique. Et donc là, c'est partir pour 15 jours, 3 semaines, où on n'est que nous 4, avec la nature. L'idée, là, c'est vraiment pour s'imprégner de la nature et faire des improvisations. On a envie d'aller au nord, et je crois que ça, c'est quelque chose de très humain. On a envie d'aller au bout, d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. On a envie de passer le 80e parallèle. On ne sait pas pourquoi, mais on en a envie. Et donc là, on sait qu'on part pour un peu longtemps. On a trouvé un rythme qui est propre à notre équipage. On s'habitue même à être là-dedans. On crée notre microcosme à 4. Et en fait, on a nos habitudes, nos petits débats politiques au petit déjeuner. On a créé notre bulle et on y est bien, en fait, nos journées. Vu qu'il n'y a pas de nuit, en fait, on se couche assez tard et on se lève assez tard. On est décalé, mais on s'est dit, tant pis, en fait, c'est notre rythme à nous. On n'a plus de contraintes de société qui est il faut se lever à 7h et se coucher à 20h. En fait, on a fait notre propre rythme. On navigue pas mal parce qu'en fait, pour aller d'un lieu à un autre, c'est du temps à la voile, mine de rien. Le premier soir, on s'arrête dans une baie. On fait ce premier mouillage. Puis du coup, la vie
À bord, il y a une espèce de sérénité, on est bien ensemble, et puis on est là au milieu de cette nature qui est complètement vierge, et on se nourrit de ça, quoi. On va à terre, il y a plein de phoques, il y a aussi plein d'oiseaux, et du coup c'est hyper beau. Donc on a toujours aussi cette appréhension de si on va croiser des ours ou pas, avec l'envie d'en voir, et la peur d'en voir. Et ça rythme les balades et ça met un peu de tension légère, mais sur les morceaux aussi, quand on décide d'improviser dans la nature, il y a cette espèce de tension de se dire « Ah bah ouais, mais peut-être les ours sont pas loin ». Évidemment aussi, en tant qu'humain, on se sent hyper étranger. C'est des endroits dangereux, des endroits qui sont pas faits pour les humains. Donc là, les jours dans le Nord, Yann essaye d'enregistrer tous les sons, même les plus minimes qui soient. On voit des phoques, on arrive à être assez proche des animaux. On va voir donc des colonies de mergules. Donc voilà, Yann, on a ces petits rituels où on le voit sortir sur le pont avec son hydrophone, avec son microphone. Et puis c'est des temps où il écoute en fait. Moi, je le filme quand il fait ça, et je vois son regard qui est perdu. Je vois tout ce qu'il y a autour et il est pleinement avec ce qu'il y a autour. Et ça par le son. Le soir, Yann dit je vais aller enregistrer des sons. Il enregistre souvent des sons de glace, de glaciers, parce qu'il faut savoir que les sons là-bas sont différents. J'ai du mal à exprimer vraiment ce qu'on entend, mais même le silence est différent de tout ce que j'ai entendu. Et donc il va mettre son hydrophone dans l'eau. Et puis il revient vers nous, il dit « Ah, j'ai entendu un souffle, je pense qu'il y a des baleines. » Moi, c'était vraiment un rêve de voir des baleines. Et donc on sort, on voit les souffles. Et là, Anna dit « Ah bah moi, j'ai envie d'aller voir. On va y aller en annexe. » Et donc on prend l'annexe et on va voir les baleines. Et en plus, vu que notre annexe est une annexe électrique, je me rappelle juste du son de l'eau, des petits oiseaux et des baleines qui plongent et qui ressortent, qui sont en train de manger en fait, de l'odeur du souffle, qui est horrible. L'odeur du souffle de la baleine, ça sent vraiment très mauvais. Et on est là, on arrête l'annexe, on est au milieu de ça, et on entend juste le roulis de l'eau, quand elle plonge, Et j'avais l'impression d'être à table avec les baleines, avec les rorquals. C'est un moment suspendu, incroyable. Enfin, moi, ça m'émeut presque aux larmes quand on les entend en direct. Et c'est comme un appel si profond. C'est si profond, c'est si sauvage, brut, et à la fois c'est beau. Donc ça, il en enregistre beaucoup. C'est que ça fait comme des pleurs parfois, ou des cris venus des abysses. On a l'impression de faire partie de ça, quoi. Yann a envie de continuer ses improvisations dans les lieux qui l'inspirent. Et autour de nous, il y a des plaques de glace. Il faut imaginer des glaces comme des plaques de sucre autour de l'eau bleue foncée, autour du bateau. Et là, Yann décide du coup de jouer, donc sur Ninoc, au milieu de ces plaques de glace. Durant le voyage de Svalbard, je compose tout le temps, je fais que ça. Moi, j'ai l'habitude d'être le roi pour faire voyager ma guitare, et jamais la sortir de son essuie. Il y avait une espèce d'évidence et c'était hyper facile de travailler en fait. J'ai débloqué un truc. La nature était tellement forte, de se mettre dans le travail avec la nature autour, les deux sont fondus dans un espèce de truc hyper harmonieux.
Là, on décide d'aller au nord, de passer le 80e parallèle et d'aller jusqu'à l'île, l'atoll la plus au nord, qui est Mofen, où on ne peut pas débarquer. On monte jusqu'à Mofen. Et Mofen, en fait, c'est un atoll avec... vraiment, on arrive, on voit des taches marron de partout et on se demande, mais... Et en fait, c'est un atoll où dessus, il n'y a que des morses. Mais il faut imaginer des centaines de morses entassées un peu les uns sur les autres. Et on passe le 80e parallèle. Et ben là, quand on regarde sur une carte, on est très, 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 très au nord. Et c'est incroyable de se dire qu'on est arrivé là à la voile. Du coup, on vire. Et on redescend pour aller dans les fjords. Et c'est assez grisant, ça, d'être... En fait, on est tout au nord. Et ce jour-là, il y avait un super vent. C'était génial. On avançait bien. Et du coup, c'était hyper grisant d'aller vers le nord. On avait envie de pas s'arrêter, d'aller jusqu'à la banquise, en fait, qui est encore plus au nord. Et puis après, c'était un moment hyper magique. Il n'y avait plus de vent et il faisait hyper beau. Il n'y avait pas un nuage. Il y avait des montagnes et de la neige, mais de la neige sans aucune trace. Et c'était hyper doux, hyper incroyable. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce moment-là. C'était magnifique. Ce jour-là, on débarque parce qu'on sait qu'il y a une colonie de mergules, donc une grosse colonie de mergules. C'est une terre assez grisâtre où on est, c'est assez austère encore une fois. Et donc on marche, on avance et on arrive à se repérer au son des mergules. Ça fait énormément de bruit. Il faut imaginer des cris assez stridents. Et donc Yann va se poser sur un rocher et il va rester sur ce rocher assis avec le son dirigé vers les mergules. Et nous, on fait le silence. Et ce temps va paraître très très long. Et c'est assez drôle parce qu'il y a le son des mergules qui est très strident, où ça s'agite, où ça vole, où ça décolle. Et Yann à côté, posé sur son rocher, qui enregistre ça. Et quand je vois Yann enregistrer les animaux, donc là les mergules, à chaque fois je me dis, en fait, c'est peut-être le dernier enregistrement de mergules que Yann est en train de faire. C'est pas le cas, mais en tout cas, moi, je me projette là-dedans. Que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on enregistre, c'est peut-être la dernière fois. Parce que c'est voué à se transformer, déjà, et potentiellement à disparaître. Et puis, j'avoue qu'on cherche un peu les ours. On est aux jumelles, on voit des traces. On sait qu'il y a des ours autour, on sait qu'il y a des ours qui nous ont vus. Nous, on les a pas vus. On sait qu'il y en a eu. Et on a cette excitation de voir un ours et cette peur. Et il y a ce moment où on voit des ours. Là, moi, justement, je suis en montage. Et Yann et Anna sont dehors. Et Anna voit une tache jaune. Et elle dit, il y a des ours. Donc on sort tous. Et on va rester... En fait, ils ne pouvaient pas avoir de meilleur scénario pour les ours. Ils sont sur la banquise. Nous, on est sur le bateau. Donc on se sent en sécurité. Et on va pouvoir les suivre presque 1h30, 2 heures, parce qu'en fait, ils vont longer la banquise et nous, on longe avec le bateau. Et c'est incroyable, c'est une maman ours avec ses 2 petits. Quand je vois les ours, je me dis, je suis contente de ne pas les avoir croisés à terre. C'est énorme, c'est agile. Et c'est beau de les voir là, dans leur habitat naturel, ils marchent et en fait... voilà, ils vont je sais pas où et c'est leur vie et c'est fou de les voir se déplacer et nous on les suit tranquillement et en fait moi je me rends compte à quel point mais c'est incroyable d'avoir peur de redevenir une proie et de re-être mis à sa place dans ce sauvage en fait. On perd l'hégémonie qu'on a des hommes. En fait on peut être une proie. Et c'est incroyable de se rendre compte de ça et d'être juste un vivant parmi les vivants. On est avec les autres animaux, on voit beaucoup de guillemots, d'oiseaux. Du coup, on a vu les rorquals, on voit des morses, des phoques. Et on est là, on est avec eux, ils nous regardent 5 minutes, ils se demandent ce qu'on est, et puis en fait, ils acceptent. Et on est juste parmi eux. Après ça, on fait d'autres lives dans différents endroits. Et en fait, il y a plusieurs lieux... On décide de faire des lives comme ça, devant des glaciers magnifiques. On s'approche au plus près
des glaciers sans prendre de risques. J'avais cette idée de jouer des morceaux de piano à la voile. L'idéal, ça aurait été de les faire à la voile, quoi. Enfin, en gitan et tout. Mais il y avait ce glacier qui est magnifique, Monaco Brain. Monaco Brain, c'est un des plus gros... c'est un gros glacier au Svalbard, qui recule, évidemment. On s'était dit que c'était peut-être l'endroit ou le moment d'essayer de faire... de jouer des morceaux de piano. Il y a pas mal d'icebergs. Il fait gris et ça commence à peler grave. Yann a envie de mettre son piano devant le mât. Il attache un pare-batte. Donc les pare-battes, c'est les espèces de bouées qu'on met contre le bateau quand on s'amarre. Et du coup, il attache un pare-batte pour se faire un siège et il monte le piano sur le pont devant le mât. Donc je pose la caméra, elle est prête. Et au moment où Yann me dit qu'il est bon, j'appuie sur Rec. Je m'arrête de respirer et Yann commence à jouer. C'était un moment assez magique avec dans l'action et vraiment l'idée de ce voyage aussi, c'est quand je faisais de la musique, c'est vraiment de se fondre dans les lieux. Et j'espère qu'on ressent le truc justement d'humilité et de vraiment c'est à la route quoi. C'est genre un mec qui avec son piano électrique qui se l'épelle sur le pont d'un bateau avec les glaciers à côté. Après, on a failli s'en prendre un petit iceberg, un growler à un moment. Donc, ça reste justement dans la navigation et dans l'aventure et d'essayer de pas chercher le spectaculaire. Je pense qu'il se passait vraiment quelque chose. Moi, je crois pas trop à l'inspiration et tout ça, le truc un peu romantique de jouer sur un rocher. Par contre, je crois vachement à l'interaction. Enfin, forcément, la musique, ça transmet les émotions. Donc, il y a un truc un peu spécial, ce qui se passe dans tous les morceaux, je trouve. C'est un truc d'harmonie où en fait, les énergies elles se mélangent. Et l'énergie de la nature et de la musique et de nous quatre à bord aussi. Maintenant, j'ai toute la matière là et je veux en faire quelque chose, plutôt quelque chose d'assez libre, qu'on puisse à la fois écouter un morceau et à la fois écouter ce qui se dit dedans, quoi. Donc j'ai envie de politiser les choses, en tout cas de mettre du sens partout.
générer de l'émotion, qui vont générer une prise de conscience et changer les mentalités, mais dans un élan positif. J'aime beaucoup Arne Næss, qui est un philosophe norvégien qui a inventé le concept deep écologie. Et il a toujours dit qu'il était hyper pessimiste pour le 21e siècle, mais ultra optimiste pour le 22e. Et j'y crois vachement à ça. Je pense que c'est vachement... En fait, on avance, le monde il avance, la prise de conscience elle existe. L'ensemble des morceaux qui ponctuent cet épisode en interlude sont les improvisations originales composées par Jan Tiersen au fil de son voyage au Svalbard. De retour de leur voyage, cette expérience continue de résonner. Elle se prolonge dans Polar Sonic, le documentaire réalisé par Colin Béal, qui en restitue la dimension sensible. Elle nourrit aussi la musique de Jan Tiersen, où les sons du Grand Nord deviennent peu à peu une matière vivante intégrée à sa création. Merci à Colin et Yann de nous avoir partagé ce récit. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, accompagné par Inès Cochard. Le récit a été présenté par Clément Saccard. La musique est composée par Nicolas Deferrand. Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin du studio Crispy Record du mixage. À bientôt.